Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bienvenue sur ce webinaire qui est dédié aux procédures d'agrément devant l'ACPR et l'AMF. Je suis rejoint par Julie ce matin qui va essayer de vous donner à vous, membres de FinTech, des éléments pratiques si jamais vous êtes engagé actuellement dans une demande d'agrément ou si c'est un projet que vous avez dans le futur. Je vous propose de laisser encore 1 minute le temps que les autres nous rejoignent. Peut-être qu'on peut passer déjà à la slide suivante. Je vais préciser quelques éléments pratiques. On enregistre les webinaires et on distribuera le replay à la fin. Donc pas d'inquiétude si jamais vous devez dropper avant la fin du webinaire qui normalement se termine à midi. Et ensuite, on organise d'autres webinaires assez fréquemment. Donc n'hésitez pas à consulter l'agenda sur notre site. Aujourd'hui, on va balayer tous les différents types d'agréments et on a un webinaire d'ici quelques semaines qui est prévu spécifiquement sur l'agrément PSAN. Donc voilà, si c'est un sujet qui vous intéresse, normalement, vous devriez recevoir une communication prochainement si vous avez envie de participer avec nous à ce deep dive sur l'agrément PSAN. Et puis surtout, essayons de rendre ce webinaire le plus interactif possible. Donc, n'hésitez pas à nous poser vos questions dans le chat et on y répondra soit en séance, soit à la fin. On a fait en sorte de garder un espace de 10-15 minutes à la fin spécifiquement pour une séance de Q&A. On peut passer à la slide suivante. En termes d'agenda, je vais d'abord laisser Julie se présenter et présenter Jantet, qui est le cabinet d'avocats auquel elle appartient. Moi, je vais faire une rapide présentation de Dotfile et puis ensuite, on va enchaîner sur le contenu de la présentation et les principaux points, à savoir une overview des différents statuts régulés, le déroulé de la procédure et des éléments pratiques sur la constitution du dossier, et puis ouvrir sur des enjeux qui sont liés au cumul des statuts et qui peuvent intéresser certains d'entre vous également. Et comme on vient de l'indiquer, on terminera avec une séance de Q&A. Donc je vous propose de passer à la slide suivante et ça va être à Julie de se présenter et de présenter Jantet. Merci beaucoup Vasco et merci beaucoup pour l'invitation. Donc Julie Serrier, donc moi je travaille au sein du pôle banque, finance, assurance du cabinet Jantet. Très rapidement, Jantet c'est un cabinet français qu'on dit full service, donc on est à 150 avocats intervenant dans tous les domaines d'activité. On appartient aussi à un réseau international qui nous permet d'intervenir dans plus de 145 juridictions à travers le monde. Nous avons une expertise spécifique pour les institutions bancaires, financières et assurantielles, donc produits, services et structuration des institutions. Ce pôle est composé d'une vingtaine d'avocats et nos principaux domaines d'intervention, c'est la réglementation boursière, bancaire, financière et assurantielle, produits et services, donc développement de nouvelles offres, produits, parcours de souscription. Nous intervenons également en matière de gouvernance, compliance et LCB-FT. Pré-contentieux et contentieux bancaire, financier et boursier et relations régulateurs, donc de la demande d'agrément au quotidien quand il y a des demandes en fait de la part des autorités, des incidents significatifs à remonter, mais également dans les phases de contrôle et gestion des suites de contrôle, dont procédure de sanction. Et au sein de notre département, on a des avocats qui, eux, sont plus dédiés aux problématiques de financement. Donc voilà, c'est vraiment Regulatory 360 avec à la fois la partie conseil et la partie contentieux, dont disciplinaire, qui nous permet aussi de voir quelles sont et de bien appréhender les attentes des régulateurs. Donc voilà. Merci beaucoup pour l'intro. On peut passer à la slide suivante. Moi, je me présente aussi, je suis Vasco, je suis un des fondateurs et le CEO de Dotfile. Dotfile, c'est une solution SaaS qui se veut être le moyen le plus simple de vérifier des personnes morales. Donc concrètement, on a une solution de KYB, Know Your Business,
tout en un et qui permet aux équipes conformité d'automatiser tout ce qui est entrée en relation. Donc les bénéfices que vous pouvez obtenir de l'utilisation de Dotfile, c'est premièrement le respect des obligations LCBFT qui peuvent vous incomber si jamais vous êtes assujetti à la CPR ou à l'AMF. Le gain en efficacité opérationnelle grâce à l'automatisation d'un certain nombre de tâches manuelles et répétitives, la possibilité d'onboarder vos clients, vos contreparties de manière plus rapide. Et ça a un impact direct sur la qualité de l'expérience que vous leur fournissez. On a tous connu des expériences d'onboarding, de KYC ou de KYB qui étaient frustrantes et c'est ce qu'on a essayé d'éviter à tout prix avec le Dotfile, de faire en sorte que ces parcours de souscription se passent de la meilleure manière qui soit. Si on passe à la slide suivante, pour vous donner juste quelques-uns des noms de fintech avec lesquels on travaille avec des sociétés comme Spendesk, United, Roundtable, Aria, donc des fintech à la fois dans l'univers du paiement, du spend management, de tout ce qu'on va appeler l'embedded finance, et des institutions financières un petit peu plus traditionnelles, donc comme des fonds de private equity, des asset managers et des brokers. Je m'arrête là pour la présentation de Dotfile puisque c'est pas le cœur du sujet aujourd'hui et je vais laisser Julie embrayer sur les différents statuts. Merci Vasco. Alors, on peut peut-être passer à la slide suivante. Il y a chaque activité, une activité régulée impose un statut et un agrément pour l'exercer. Et en termes de méthodologie d'approche, on ne se dit pas je veux devenir établissement de paiement ou établissement de monnaie électronique ou établissement de crédit. La démarche intellectuelle préalable, c'est toujours d'identifier les produits, les services, les différentes parties prenantes que l'on souhaite fournir, de qualifier juridiquement ces activités. Et c'est pas toujours évident. Et donc dans cette méthodologie de travail, on se pose la question en amont, puisqu'en fait bien souvent on se rend compte que les personnes arrivent avec des idées ou des préconçus, des préjugés, et fonctionnent aussi beaucoup par un benchmark de ce que peuvent faire d'autres fintechs. Et chaque choix de statut doit bien être guidé par la qualification préalable que l'on fait de son activité. Et ça, c'est très important, puisqu'après, ça peut imposer, si on ne se pose pas ces questions-là au préalable et avant de lancer la démarche, on va se retrouver plus tard, dans le cadre de la procédure d'agrément, dans les discussions en fait, avec les régulateurs quand on propose quand on leur présente en fait le projet. Et si on n'a pas suivi cette méthodologie au préalable, les phases d'échange peuvent être un petit peu longues et un petit peu plus compliquées. Il vaut mieux arriver bien préparé. Et de chaque statut va aussi découler des droits et des obligations qui sont différentes. Et en termes d'obligations, ça va notamment être des différences sur le capital initial requis, la solvabilité, les assurances, les dispositifs de contrôle interne, etc. Donc il faut vraiment identifier tout cela. Et une fois qu'on a identifié, qualifié, il faut réfléchir à la structuration. Et structuration tant corporate, droit des sociétés, que contractuelle, que de son entreprise. Est-ce qu'on peut passer à la slide d'après? Alors là, c'est un panorama un peu non exhaustif des statuts, mais qu'on retrouve et qui sont principalement utilisés par les fintech. Il est non exhaustif parce qu'il y a d'autres statuts qui ne sont pas présentés. Par exemple, j'ai vu les sociétés de gestion. Donc, pour les statuts, donc je suppose que vous en connaissez certains. Alors, l'agent de PSP, agent de prestataire de services de paiement, lui, il ne fait pas l'objet d'un agrément, mais c'est d'un enregistrement. Et les agents de PSP sont mandatés dans le cadre d'un contrat de mandat par un prestataire de services de paiement. Les prestataires de services de paiement vont être les établissements de paiement
Les EME, établissements de monnaie électronique, qui va demander une extension de leur agrément pour fournir des services de paiement. Les établissements de crédit peuvent fournir des services de paiement, mais ça doit pas représenter une part prépondérante de leur activité et c'est vraiment une part minime. Vous avez donc le statut d'établissement de crédit, autrement dit banque. Vous avez les aussi repris, mais les sociétés de financement octroyer des crédits, donc l'acronyme c'est SF. Les PSAN, prestataires de services sur l'actif numérique, donc comme Basco vous l'a indiqué, on ne reviendra pas spécifiquement dessus parce qu'il y a un autre webinaire qui est organisé par Dotfile, mais il faut noter que avant MiCA, les PSAN devaient être enregistrés auprès de l'AMF et pouvaient demander un agrément optionnel, et qu'aujourd'hui l'agrément va devenir obligatoire pour les PSAN. Le nouveau statut qui a été justement créé par MiCA, donc ça va être prestataire de services sur crypto-actifs. Nous avons pour le financement participatif ou crowdfunding PSFP. Donc voilà, SJP, Société de gestion de portefeuille, c'est les principaux statuts qu'on peut retrouver là en agrément. Et il ne faut pas oublier, on n'y pense pas, c'est peut-être pas instinctif d'y penser tout de suite, mais il y a aussi les statuts non qui ne nécessitent pas d'agrément mais une immatriculation auprès de l'ORIAS, qui est un organisme qui tient le registre des intermédiaires. Et là, on va notamment retrouver les courtiers, les conseillers en investissement financier, etc. Puisque, par exemple, pour distribuer des contrats d'assurance, la distribution d'assurance, c'est une activité qui est aussi encadrée et qui nécessite cet enregistrement. Et on le voit bien souvent, il peut y avoir des cumuls aussi entre des enregistrements ORIAS en qualité d'intermédiaire et avec un statut régulé qui va permettre de fournir des produits et services d'investissement, services de paiement, services sur actifs numériques. Et c'est pour ça que c'est extrêmement important de bien se poser initialement la question de la qualification de son activité, des produits et services et des différentes parties prenantes, parce que si vous voulez, par exemple, pouvoir distribuer des produits d'assurance en complément d'autres produits et services, ça va pouvoir nécessiter d'articuler ces différents statuts les uns avec les autres. Je sais pas si des questions, est-ce que pour moi, c'est assez clair. Est-ce qu'il y a une question dans le chat? On peut passer à la slide suivante. Alors, nous allons maintenant donc, sur le déroulé de la procédure d'agrément. Donc, comme il y a autant de... la procédure d'agrément, elle répond à un cadre, à des grandes étapes. Après, en fonction de chaque statut, les exigences ne seront pas les mêmes, mais ça va se retrouver essentiellement au niveau des pièces constitutives du dossier et pas tant du déroulé de la procédure. Donc, les principales étapes d'une demande d'agrément, c'est la prise de contact avec les services soit de la CPR, soit de l'AMF. Par exemple, pour un PSAN, ça sera l'AMF. Si vous voulez faire une demande d'agrément établissement de paiement, établissement de monnaie électronique ou établissement de crédit, il faut prendre attache avec les services de la CPR. Et pour un établissement de crédit, l'agrément est donné par la BCE sur proposition de la CPR. Donc, dans cette prise de contact, il y a plusieurs manières de fonctionner. Donc, pour la CPR, il y a un pôle FinTech qui a été créé. L'AMF a également constitué un équivalent de son côté. Et là, plusieurs options. Soit le projet n'est encore pas très mature, on n'est pas encore très mature et on est un peu au stade des prémices et il y a un besoin d'accompagnement un peu plus fort et la personne n'est pas accompagnée par des conseils. Là, il peut être recommandé de s'adresser au pôle FinTech
puisque ont l'habitude de prendre, d'aider les fintechs à construire leurs projets. Si le projet est déjà plus mature, on se signifie à la CPR et on prend attache avec la direction des autorisations. Une fois qu'on a fait cette première prise de contact, il va y avoir toujours une réunion de présentation du projet qui se fait à la CPR, c'est dans les 15 jours à compter de la demande, étant précisé qu'il va y avoir, on reviendra après, tout un dossier de présentation, en tout cas des éléments à mettre en avant dans un dossier de présentation. Donc ça nécessite d'avoir fait un travail préalable. En principe, la présentation, elle est orale, mais dans les faits, il est conseillé, recommandé, voire même requis, d'envoyer un très beau PowerPoint avec un certain nombre d'informations. À la suite de cette réunion de présentation, des questions peuvent être posées. Là, il est aussi possible d'interroger les services en fait, soit de la CPR ou de l'AMF en leur posant des questions ou en leur demandant des confirmations sur les qualifications juridiques envisagées, ce que ça va impliquer, etc. Va démarrer une phase en fait entre la phase 2 et la phase 3 qui va être de constitution de son dossier d'agrément et de ses pièces justificatives. Donc là, en fonction des statuts envisagés, ça prend du temps et bien souvent, il s'écoule plusieurs semaines, voire mois, en fonction du travail préalable qui a été fait avant la prise de contact et la réunion de présentation du projet. Ensuite, le dossier d'agrément est déposé et on le verra, les délais réglementaires d'instruction ne commencent à courir que quand le dossier est réputé complet. Et le fait que le dossier soit réputé complet, ça veut dire déposer le formulaire de demande, l'intégralité des annexes, pièces justificatives, et que les services de la CPR ou de l'AMF n'aient plus de questions. Donc là, encore une fois, ça peut prendre du temps. Une fois que le dossier est réputé complet, court le délai réglementaire d'instruction et qui va dépendre du statut envisagé et du fait que, par exemple, pour un agrément d'entreprise d'investissement, le programme d'activité doit être approuvé par une autorité et l'autre autorité. C'est de la même manière pour les PSAN, l'AMF donne son agrément, mais le programme d'activité est approuvé par la CPR. Quand il y a cette nécessité de co-instruction entre les autorités, ça rajoute un délai supplémentaire. Et donc, pour vous donner un ordre, quelques exemples des délais, sur un agrément d'établissement de paiement, le délai c'est 3 mois. Pour un établissement de crédit, c'est 6 mois renouvelables une fois. Donc, on peut aller jusqu'à 12 mois. Et ensuite, c'est juste pour le délai d'instruction, mais il ne faut pas confondre le délai d'instruction avec le délai total d'obtention d'agrément qui, entre la préparation du dossier, etc., peut être beaucoup plus long. Exactement. Ça, c'est pour que le collège de la CPR ou de l'AMF puisse se prononcer. Et dans ce cadre-là, une fois que le dossier d'agrément est déposé et réputé complet, il va y avoir un travail préalable, une note d'information qui est faite par les services, qui va être mise à disposition du collège pour qu'il puisse se prononcer et regarder si toutes les conditions sont effectivement remplies. Et puis, il n'y a jamais qu'une seule demande d'agrément en même temps. Et donc, nécessairement, il y a ce temps-là. Après, des demandes d'agrément dans le rapport annuel de la CPR, on a eu sur les demandes d'agrément entre établissement de paiement, établissement de monnaie électronique, sur ces statuts-là, on a entre 20 à 40 demandes d'agrément par an. Et je ne parle que des agréments, parce qu'on n'a pas un établissement de crédit non plus ou un organisme assureur qui se crée toutes les semaines. Mais je ne parle que des demandes d'agrément et pas d'enregistrement ni d'exemption d'agrément simplifié.
qui sont aussi des choses un petit peu intermédiaires, ni des dossiers d'enregistrement d'agents. Parce que là, un établissement de monnaie électronique ou un établissement de paiement qui recourt à des agents dans le cadre d'un mandat va les enregistrer auprès de la CPR, mais c'est bien l'établissement de paiement ou l'établissement de monnaie électronique qui constitue les dossiers. Et sauf exception, la CPR ne va jamais parler directement à l'agent. Et si elle le fait, elle organisera une réunion conjointe avec l'établissement de paiement, l'établissement de monnaie électronique et l'agent. Okay. S'il y a des spécificités particulière. Et après, on le verra, on a donc le collège rend sa décision sur l'agrément. L'agrément peut être refusé. L'agrément peut être accordé sans conditions suspensives. L'agrément peut être octroyé avec des conditions suspensives. Dans ce cas, il y a un délai de 12 mois pour les lever. Ça veut dire que l'agrément est donné sous réserve que des conditions soient remplies. Et c'est très important, et j'insiste dessus, et on reviendra dessus, il est interdit de démarrer son activité tant qu'on n'est pas agréé pour le faire. Donc, on ne peut pas commencer à commercialiser ses produits, ses services, tant qu'on avait obtenu une décision du collège positive sur l'agrément et tant que les conditions suspensives ne sont pas levées. Donc parfois, quand on a une condition suspensive, on a un délai jusqu'à 12 mois pour la lever après la décision du collège. On ne peut toujours pas commencer à exercer son activité. On passe du coup à la deuxième étape, c'est ça, qui est la réunion de présentation. Voilà, alors sur la réunion de présentation et le contenu du dossier, donc c'est des éléments qui sont recommandés de mentionner dans son dossier de présentation. Alors, une présentation de la société, de la gouvernance envisagée et de son actionnariat, avec notamment la forme juridique qui est envisagée. Puisqu'en fonction de l'activité régulée qui est envisagée, il y a des formes de société qui sont interdites, où il y a des formes de société qui peuvent être imposées. Je pense notamment aux organismes assureurs qui relève du code des assurances à titre d'exemple. On a également la présentation en fait de l'activité, des produits et des services qui vont être fournis, typologie de la clientèle, de la tarification envisagée. Le schéma du flux financier qui notamment quand on va fournir des services de paiement avec l'identification des comptes bancaires ou de paiement sur lesquels les fonds vont transiter. Ça c'est très important parce que ces schémas de flux financiers seront revérifiés également. S'il y a des prestataires externes dont le recours est déjà envisagé et des prestations qui sont considérées comme étant essentielles ou critiques, je peux penser en matière de contrôle interne notamment ou de LCBFT, il est aussi conseillé de l'indiquer dès la réunion de présentation en fait, au service avec le nom des prestataires pressentis. Pourquoi? Parce qu'il y a c'est un point de vigilance en fait de la part des autorités sur les prestations qui vont être externalisées et ça va pouvoir imposer, enfin dans certains cas, les services de la CPR ou de l'AMF en fait vont regarder les projets de contrat, pouvoir demander des modifications, etc. Elles vont aussi vérifier que les prestataires, où sont situés les prestataires, puisque ça a des incidences après en termes de flux d'informations, données, etc. Un projet de programme d'activité, business plan sur 3 ans, la CPR regarde quand même le modèle économique et la viabilité du projet. L'objectif, en fait, et la même chose pour l'AMF, l'objectif des autorités, c'est de ne pas non plus donner des agréments à des sociétés qui s'adresseraient à de trop petits marchés ou n'auraient pas la possibilité derrière de vraiment exercer leur activité, parce qu'en fait, le constat des autorités, c'est que
beaucoup de fintech, de sociétés innovantes ou tech ont du mal à trouver leur point de rentabilité ou sous-estiment en fait la potentialité de leur marché. Et un agrément, ça représente une barrière à l'entrée. Mais également une protection en fait contre une trop de concurrence également et ça a de la valeur ça a de la valeur un agrément un des constats c'est que bien souvent comme les BP ont été un petit peu enjolivés ou une étude de marché préalable n'a pas été réalisée, les points de rentabilité sont très durs à atteindre. Avec derrière des fois des incidences négatives sur la clientèle, sur le contrôle interne, sur la conformité et on y reviendra après. Julie, sur le contenu de ce dossier, à quel point il est engageant? C'est-à-dire, est-ce qu'on a le droit de revenir sur des éléments qui ont été inscrits au dossier? Dans le cas des startups, elles font parfois des pivots, elles veulent changer de modèle. Donc, à quel point on est lié parce qu'on a inscrit dans ce dossier-là? Alors, le dossier de présentation, on n'a pas encore lancé totalement, officiellement, vraiment la demande d'agrément, puisque on n'a pas encore déposé les formulaires, annexes, pièces justificatives. Mais de façon générale, ce qu'on présente est quand même plutôt engageant et même dans le dossier après coup, c'est-à-dire que si on change totalement d'activité ou qu'on pivote, la CPR ou la MA va pouvoir considérer que c'est un nouveau dossier qu'il va falloir regarder et ça peut nécessiter de recommencer. En tout cas, c'est un gage de sérieux que d'être assez constant. Exactement, mais quand on en est au stade de constitution du dossier à proprement parler, ça peut nécessiter de tout recommencer. Il ne faut pas oublier que quand le collège va statuer à la fin des fins, il statue sur les dossiers, les formulaires, les annexes et les documents qu'on lui a donnés. Donc s'il y a des modifications substantielles, l'agrément ne sera pas valable puisque la CPR ou la MF auront statué sur des pièces X et si vous faites Y, il faut tout recommencer. Et donc là, dans le contenu de ce dossier-là, effectivement, s'il y a des changements après, c'est moins significatif. Mais ça imposera de les réexpliquer au service de la CPR qui va chercher à comprendre pourquoi, comment, et potentiellement il faudrait refaire ça peut imposer de refaire une autre réunion de présentation. Étant conscient du temps, je propose de passer au contenu du dossier d'agrément. Voilà. Alors, une fois qu'on a présenté, à l'issue de la réunion de présentation, les services aussi de la CPR ou de la MF peuvent poser différentes questions, demander des précisions complémentaires. Et dans cette phase-là, on va constituer et déposer son dossier d'agrément. Alors, on a le lien de la site de la CPR il y a le lien des deux portails d'autorisation qui sont celui de la CPR et celui de la BCE. La CPR, c'est uniquement en fait sur le portail d'autorisation. On n'envoie rien du tout par email, en ligne, etc. Toutes les pièces doivent être déposées sur ce portail. C'est le canal unique. L'AMF fonctionne par email. Bon, je vous ai mis à titre d'exemple l'adresse email pour l'EPSAL. En fonction du statut régulé qui est envisagé, on va avoir à chaque fois un formulaire dont le modèle et qui doit être rempli. C'est un modèle de formulaire que vous allez trouver sur le site des autorités, ACPR ou AMF, avec des annexes. Par exemple, une annexe relative à la déclaration des dirigeants effectifs. Les formulaires et annexes, c'est des modèles qui doivent être remplis. Donc, on remplit son formulaire et ses annexes avec un certain nombre d'informations.
comprenant par exemple la description des produits et services envisagés. Vous allez avoir s'il y a des exigences pour certains statuts, vous avez des exigences en capital minimum ou en marge de solvabilité. Donc là, il va falloir l'indiquer également. Etc., etc. Et Julie, d'un point de vue project management, entre guillemets, comment ça se déroule? Moi, si je suis fidèle, qui je dois impliquer en interne, en externe, combien de temps ça me prend? Alors, en termes de management de projet, ce qui est important et dès le départ, c'est de construire un rétro-planning et un calendrier. Et ce calendrier-là, on l'indique aussi dans le dossier de présentation. Pour moi, là, ce rétro-planning et ce calendrier, c'est dès le début du projet, quand on est à cette étape un peu itérative de quels sont les services et produits que je vais fournir, etc., leur structure son calendrier. On a des interlocuteurs internes, donc la société. En fonction de sa structuration et de la maturité en fait de la société, vous allez impliquer la direction de la conformité ou le compliance officer, parce que ça reste des sujets réglementaires. Impliquer par exemple un product manager puisque dans la conception et structuration des produits, le management bien évidemment. Il faut pas oublier d'en parler et d'échanger avec CVC et CEBA parce que l'obtention d'une procédure d'agrément ça prend du temps. Ça a des coûts, ça peut avoir un impact sur les objectifs. Quand on fait une levée de fonds, on a des objectifs aussi à remplir. S'il y a un décalage de début de l'activité, ça peut avoir une incidence. Donc ça, c'est les personnes qui sont plus ou moins. Alors, je vois qu'il y a une question dans le chat. Est-ce que tu veux répondre maintenant? Des établissements régulièrement des agréments, mais c'est le cas indépendant. Ça, on a petit. Alors, la question est très intéressante. Fournir des crédits, c'est une activité qui est régulée et protégée au titre du monopole bancaire, sauf exception. Ça, c'est un principe d'interdiction qui figure dans le code monétaire et financier, de sorte que par principe, pour fournir des crédits, il faut être agréé pour le faire. Donc, un établissement de crédit, c'est en plus c'est un statut et un terme juridique qui est protégé. Donc, une société qui est établissement de crédit est nécessairement et obligatoirement agréée. Il y a encore des établissements de crédit qui sont indépendants, mais effectivement, on assiste dans le secteur à de plus en plus de rapprochements. Je vous rejoins. Alors, c'est pas que la CPR ne souhaite plus de petites banques autonomes, c'est qu'en fait, on a un poids et un coût croissant de la conformité et aujourd'hui, soit la CPR ou la CPR pour les établissements de crédit, je ne veux pas dire qu'elle pousse à la concentration, mais en fait, le poids de la conformité l'impose parce qu'il faut atteindre une certaine taille pour rentabiliser en fait ces investissements-là. Et en termes de supervision pour la CPR, c'est plus facile de superviser des établissements d'une certaine taille que les petits établissements entre guillemets qui ont moins de moyens et en termes de protection de la clientèle, etc., ça a des incidences. Et on voit cette concentration aussi dans l'univers assurantiel avec de nombreux rapprochements d'organismes assureurs, de mutuelles également. Effectivement, c'est principalement dû au poids de la conformité. Et Julie, moi j'avais une question sur la présentation du dispositif LCB, FT et contrôle interne.
par définition, il y a beaucoup de fintech qui en sont pas encore dotés. Donc, qu'est-ce qu'on montre concrètement dans le dossier d'agrément? Est-ce qu'on a déjà tout mis en place ou comment? Il faut qu'on explique tout ce qu'on va mettre en place, notamment, et ça rejoint, en fait, ça fait lien avec la question de Céline, ou les raisons qui expliquent pourquoi on assiste à cette concentration-là. Également, c'est en raison du poids de la conformité. Et en fait, au stade du dossier de présentation et d'agrément, il va falloir expliquer comment va être structuré le dispositif de contrôle interne. Donc, ça va être gouvernance solide, partage des responsabilités, montrer quel sera l'organigramme, qui vont être des personnes en charge, en fait, d'exercer ces fonctions-là. Fournir des procédures aussi qui sont envisagées. Dans le cas de recours à des prestataires externes pour réaliser toute ou partie des diligences, il va falloir fournir ces contrats-là, étant précisé que tout ce qui touche au contrôle interne ou à la LCBFT est considéré comme plutôt présentant un caractère essentiel ou critique, et donc rentre dans les exigences propres à l'externalisation. Et donc c'est vraiment un travail assez important à faire à ce niveau-là. Et le coût de la conformité est assez important. Pour vous donner un ordre d'idée, quand on a des établissements d'une certaine taille, rien que le dispositif de surveillance des opérations en matière LCBFT, le développement d'un outil de surveillance automatisée des opérations, ça peut représenter plusieurs millions d'euros. Et après, il y a tous les coûts de fonctionnement de ces dispositifs avec les analystes, les compliance officers, etc., etc. Très bien. Et ça, c'est extrêmement important d'avoir un dispositif, en fait, de contrôle interne et une gouvernance qui est solide. La LCBFT, c'est quelque chose qui AMF, ACPR, c'est vraiment un point d'attention et de vigilance particulière avec la protection de la clientèle. Et la France, en fait, est une des autorités, en France, on est une des autorités les plus regardantes sur ces thématiques au niveau européen. Très clair. On passe à la phase d'instruction. Exactement. Donc alors, dans cette phase d'instruction, une fois qu'on téléverse ces pièces, donc sur le portail autorisation ou qu'on les envoie à l'AMF par email, des documents, questions complémentaires sont susceptibles d'être demandés par les autorités. Il peut y avoir aussi des demandes de formation des dirigeants. Par exemple, c'est surtout en matière de LCBFT, notamment pour les PSAN, LCBFT adapté aux crypto actifs qui sont considérés, dans la mesure où ils peuvent favoriser l'anonymat, comme nécessitant des points de vigilance et d'attention particulière. Comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, le délai d'instruction réglementaire est court à compter de la réception d'une demande complexe. Donc, tant qu'il manque une pièce, un document, que le dossier n'est pas complet, le délai légal d'instruction ne court pas. Et comme je vous le disais, c'est un changement significatif après le début du dossier. Ça peut imposer de recommencer la procédure en déposant un nouveau dossier au regard de ces changements significatifs. Donc là, je vous ai mis quelques exemples de délais, donc 3 mois, 6 mois. Donc voilà, une fois que le délai, que le dossier est réputé être complet, là, l'instruction à proprement parler va commencer et on aura la décision du collège dans le délai. Par principe, sauf exception, le silence, s'il n'y a pas de retour sur la demande d'agrément, vaut refus
au bout de 3 mois ou de 6 mois, sauf pour les PSIC, et les prestataires de services d'information sur les comptes ou le silence vaut acceptation. On peut peut-être passer à la slide d'après. Donc là, tout ce que on s'est déjà dit, mais les principaux éléments vérifiés, fonds propres, capital initial, forme juridique, moyens techniques et financiers, le réseau de distribution, le cas échéant, l'identité et la qualité des apporteurs de capitaux directs et indirects, dispositifs de gouvernance, dirigeants effectifs. Par principe, dans les entités régulées, il faut 2 dirigeants effectifs. Vont être vérifiés également les personnes désignées comme responsables de l'activité régulée quand on a des établissements hybrides. Par exemple, si on a un établissement de paiement qui a une activité commerciale non régulée d'un côté et une activité de service de paiement, va être vérifié quelle est la personne, les conditions d'honorabilité, connaissance, expérience, compétence de la personne désignée comme responsable de l'activité régulée. Et concrètement, ça, qu'est-ce que ça veut dire sur les connaissances et l'expérience? Ça veut dire qu'il faut forcément avoir eu une expérience préalable sur la gestion d'une entité régulée ou... Alors, pas nécessairement, mais c'est plutôt conseillé. En fait, ça va dépendre de la structure envisagée. Et on l'a vu, il y a beaucoup de fintech ou d'assurtech avec des profils de founders qui étaient un petit peu jeunes et qu'on aurait pu penser non expérimentés. Ils étaient totalement, leurs profils ont totalement été validés aussi. Mais ce qui va être regardé, c'est le CV. Donc, les diplômes, l'expérience professionnelle préalable, les compétences de la personne concernée, l'absence de condamnation. Les profils sont regardés à ce niveau-là en fournissant une déclaration de condamnation, attestation sur l'honneur, et les CV sont demandés et des dirigeants effectifs et des responsables aussi de fonctions clés quand on va en désigner. On va vérifier les procédures de détection, gestion, contrôle des risques et contrôle interne, le dispositif LCBFT, procédure et le cas échéant, les outils qui vont être utilisés, ce qui est mis en œuvre pour protéger les fonds des utilisateurs, le cas échéant, les assurances de responsabilité civile quand c'est requis, les moyens mis en œuvre pour assurer la sécurité des moyens de paiement. La Banque de France donnera son avis. Pour les PSIC, également la sécurité de l'accès aux informations sur les comptes de paiement, l'organisation générale de la sécurité, du contrôle, des moyens mis en œuvre pour lutter contre la fraude et notamment la fraude documentaire parce que c'est un des principaux risques auxquels sont exposés en fait les fintech, assurtech et entreprises régulées de façon plus générale. Donc ça, c'est les principaux éléments et les points d'attention qui sont vérifiés. Et puis après, bien entendu, toutes les conditions réglementaires relatives à la demande d'agrément propre au statut qui est envisagé soient remplies. Si un capital social minimum qui est requis, on va vérifier que les fonds sont là. Voilà. C'est à la slide après. Donc ça, on l'a déjà évoqué, mais la demande d'agrément, donc on va vous être notifié de la décision du collège. Comme je vous disais, si l'agrément est délivré sous conditions suspensives, l'activité ne peut pas démarrer tant que les conditions ne sont pas levées, ça c'est extrêmement important. Quand l'agrément devient définitif ou le cas échéant après levée des conditions suspensives, l'activité peut démarrer. Et là, l'entité va être enregistrée dans les registres publics en fonction de l'activité qu'elle exerce, donc RIAFI, RFSO, la base GECO, si vous êtes un gestionnaire agréé pour OPC. L'AMF publie ses listes blanches accessibles sur le site internet, notamment pour les PSAN, les plateformes de crowdfunding. Enfin, vous avez aussi la liste des sociétés de gestion agréée
et puis l'agrément peut également être refusé. Okay. Et après l'agrément, comment se passent les relations que j'ai avec mon régulateur Alors, après l'agrément, donc vous en êtes notifié, le régulateur va donner le point de contact, en fait, puis après, une fois qu'on est régulé, on va être supervisé, en fait, au quotidien. Et donc, là, vous aurez la société va avoir son interlocuteur avec lequel elle échangera au day-to-day sur ces problématiques. Il y aura une réunion annuelle aussi qui se tiendra soit avec la CPR ou l'AMF. Et l'agrément, il y a des obligations par exemple de reporting. Donc ces obligations courent une fois qu'on est agréé. Vous avez aussi des obligations au titre du contrôle interne, par exemple, de déclarer de faire remonter les incidents qui sont critiques. Vous pouvez aussi, ça arrive, faire l'objet de contrôles ou d'enquêtes, par exemple, en matière d'abus de marché ou délit d'initié de la part de l'AMF. Je peux penser à des sociétés de gestion ou à différents établissements qui peuvent intervenir dans le cadre de transactions en fait financières impliquant des sociétés cotées et dans les phases de contrôle. Alors le contrôle peut arriver soit parce que vous entrez dans le plan de contrôle de la CPR ou de l'AMF, il peut y avoir des contrôles thématiques. Parfois, il y a donc je le disais, contrôle thématique, contrôle qui arrive après des réclamations. On le voit par exemple auprès du médiateur de l'AMF, des entités qui font l'objet de beaucoup de demandes de médiation de la part du médiateur, ça remonte et ça peut déclencher des contrôles en matière de protection de la clientèle. Voilà. J'ai l'impression que ces points-là, on les a plus ou moins couverts. On peut passer au point suivant qui était assez intéressant, c'est celui du cumul des statuts. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, bien sûr. Bien sûr, donc il peut arriver que plusieurs statuts soient nécessaires pour exercer l'activité qu'envisage la société, par exemple l'octroi de crédit avec des services de paiement ou une solution de paiement associée à des services sur actifs numériques. Les trois principaux enjeux, c'est anticiper la co-instruction entre les autorités, gérer les complexités liées au cumul des statuts, mais d'identifier également les synergies entre les statuts. Alors, anticiper la co-instruction entre les autorités, ça veut dire quoi? Quand on est dans cette phase un peu de management de projet et qu'on construit son rétro-planning et calendrier d'intervention, il faut bien vérifier que les délais de construction entre les autorités vont être compatibles. Et en fait, dès le départ, dès la prise de contact et dossier de présentation dont on parlait, il faut l'indiquer aux autorités, parce qu'elles ont l'habitude de fonctionner aussi ensemble. Elles ont mis en place des procédures, mais il faut leur dire, il ne faut pas avancer en vase clos. Okay. Sinon, ça complexifie tout. Et ça, c'est très important. Les complexités liées au cumul, il va falloir les gérer parce que, par exemple, ça peut avoir un instant, le capital minimum requis ne va pas être le même, les marges de solvabilité ne sont pas les mêmes. Il va falloir avoir des comptes de cantonnement, de l'autre côté, ce n'est pas le cas. Donc, tout ça, il faut vraiment l'identifier au préalable pour s'assurer que tout soit compatible. Et après, il va falloir identifier les synergies entre les statuts, parce que si vous êtes régulé au titre de deux statuts et que vous relevez de deux autorités différentes, il va y avoir double obligation de reporting. C'est tout en double. Donc, c'est entrée pour être mal. Mais il va falloir identifier les synergies entre les statuts, et notamment en termes de dispositifs et de procédures. Par exemple, dispositif LCPFT, les procédures ou les outils vont être les mêmes.
Après, un dispositif LCBFT, il va devoir être adapté à chaque nature et chaque type d'activité. Vous ne pouvez pas non plus avoir un dispositif LCBFT qui soit designé que pour une activité et pas pour l'autre. Il va bien falloir prendre en compte l'intégralité des risques auxquels la personne et ça, c'est quand même des vrais enjeux. Les options, ce qui est un peu constaté en pratique, c'est soit d'avoir recours à des structures distinctes. Et on le voit dans les grands groupes, qu'ils soient financiers, bancaires ou assurantiels, il y a des filiales dédiées pour chaque activité, justement au regard de ces complexités liées au statut, et parfois aussi pour des questions il y a des questions d'incompatibilité aussi, parfois entre les statuts. Par exemple, un établissement de crédit, son activité principale, ça doit être d'octroyer des crédits. Donc, si vous voulez développer une autre activité beaucoup plus forte, vous ne pourrez pas le faire à travers l'établissement de crédit. Donc, ça peut nécessiter la création d'une filiale. Il y a aussi la possibilité de cumuler les statuts au sein de la structure. Et parfois, ce qu'on voit aussi, c'est agrément plus enregistrement. Et je pense notamment quand il y a fourniture de services de paiement, le recours à un établissement de paiement ou un établissement de monnaie électronique, où là, la personne qui a besoin de fournir des services de paiement ne va pas demander son propre agrément pour le faire, mais va s'adresser à un établissement de paiement ou un établissement de monnaie électronique dans le cadre d'un contrat de mandat pour devenir agent de PSP. Il y a des sociétés qui font ça très bien, je ne citerai aucun nom, mais on a des très belles fintech en France et qui font ça très bien. Et ça permet un petit peu de faire. Finalement, on revient juste sur la slide qu'on a passée, 2 slides en arrière. Voilà, encore celle-ci. Définir ses objectifs dans les conseils pratiques en termes de calendrier, coût, indépendance. Il faut déterminer la meilleure stratégie quand on choisit entre un agrément, un enregistrement au type de statut. Parce que, par exemple, être agent de PSP, une fois que la demande d'enregistrement est faite, c'est qu'un délai de 2 mois, ça va beaucoup plus vite et c'est beaucoup plus simple que de demander son agrément en tant qu'établissement de paiement ou de monnaie électronique. Et donc ça fait partie de l'arbitrage un petit peu à se dire, je veux lancer une nouvelle activité, un produit de service, je veux tester le marché, je veux pas engager tout de suite les coûts d'agrément, donc je recours à ça. Après, les process d'onboarding peuvent être parfois un petit peu longs avec les établissements de paiement ou de monnaie électronique, parce que c'est elles qui ont le poids réglementaire de l'exercice de l'activité des agents, et donc il y a un certain nombre de diligences aussi avant d'onboarder les agents, mais ça coûte moins cher. Donc, il y a une vraie stratégie à avoir sur quel est le chemin d'un point de vue réglementaire de ma société, comment je prévois l'enchaînement des différents agréments avec d'abord potentiellement un statut d'agent pour ensuite basculer sur un EP ou un EME par exemple. Voilà. Ou je recours à un statut de courtier ou d'intermédiaire de IOBSP dans un premier temps. Je travaille en partenariat avec d'autres établissements régulés. Parce que demain, vous voulez fournir vous voulez vous lancer dans une activité, par exemple assurantielle, vous pouvez aussi aller voir un organisme assureur et co-construire, être co-concepteur d'un produit d'assurance et distribué par l'intermédiaire d'un statut de courtier qui sera là une immatriculation à l'ORIAS. Et vous n'avez pas besoin de devenir organisme assureur. C'est l'organisme assureur qui va assurer le produit. Ça se voit beaucoup aussi dans dans la structuration, par exemple, d'offres ou de produits en matière d'épargne salariale ou autres. En fait, c'est des contrats d'assurance. Bon, après, il y a différents statuts à faire. Aucune consultation spécifique sur le fait. Ça doit vraiment être adapté à l'activité. Et peut-être un dernier point de façon générale, sur qui sont les interlocuteurs, ce qu'on constate en pratique, c'est qu'il devient de plus en plus rare que les demandes d'agrément soient faites solo par les fintechs. Il y a toujours un accompagnement.
Nous, on constate que, et on recommande qu'un avocat soit toujours associé à la demande d'agrément naturellement, mais qu'il y a aussi des sociétés de conseil qui interviennent, et notamment dans la structuration des dispositifs de contrôle interne ou LCBFT. Formation du personnel aussi. Voilà, ça peut être formation du personnel, effectivement. Alors, soit ça fait par les sociétés de conseil ou des organismes de formation ou avocats, mais ça va être dans une approche un peu conseil et structuration des dispositifs. On va faire sa cartographie des risques, classification, etc. Et généralement, il y a une co-instruction, co-préparation des dossiers. Mais c'est encore une fois avec une approche management de projet. Voilà. Je ne sais pas s'il y a quelques questions. Je suis désolée, j'ai un peu débordé sur le temps de Q&A. Non, mais merci beaucoup. En tout cas, Julie, c'était très clair. Moi, ce que je tenais quand même à préciser, c'est que chez Dotfile, on a accompagné avec succès plusieurs sociétés qui ont fait ce cheminement de passer de pas d'agrément à un statut régulé, et que, comme on l'a vu avec Julie, il y a déjà énormément de choses à faire sur beaucoup de volets. Nous, ce qu'on leur permet de faire, c'est toute la mise en place du dispositif LCBFT et contrôle interne, et la partie outillage liée à ces deux points pour leur permettre de prendre en charge notamment, et qui leur facilite la vie de ce point de vue-là. Et donc, si jamais c'est un sujet qui est pertinent pour vous, n'hésitez pas à nous contacter, on sera ravis d'en parler. Je vois qu'on a une autre question dans le chat qui est sur les changements de supervision. Alors moi, personnellement, je n'ai jamais fait de suppression d'adossement pour le moment. Donc voilà, je ne sais pas si c'était... Ok. Moi, j'avais une autre question. Ouais. Du point de vue des fintech, est-ce qu'il y a des activités qui sont pas particulièrement appréciées des régulateurs et sur lesquelles il faut vraiment avoir des points d'attention? Est-ce que le régulateur, en fonction de la typologie d'activité, a ses préférences? Est-ce qu'il y a des typologies d'activités qui rendent l'obtention d'agréments beaucoup plus difficile que d'autres? J'imagine que oui, mais... Oui, et c'est essentiellement sur les... En fait, plus l'entité régulée peut avoir une incidence significative ou représenter un risque pour les clients, et je pense notamment aux établissements bancaires ou organismes assureurs. Enfin là, ça va être une vigilance plus particulière pour s'assurer du sérieux du candidat. Et après, dans les secteurs d'activité, aujourd'hui, il y a quand même sur la partie fintech, innovation, tout ce qui va être lié à des cryptoactifs ou services numériques. Il y a un point d'attention et de vigilance plus particulier. Ok, très clair. Écoutez, je crois que cette fois on arrive définitivement à la fin. On a un petit peu débordé. Comme évoqué précédemment, on mettra le replay du webinaire sur notre site. Et puis, si jamais vous souhaitez contacter Julie pour lui poser plus de questions sur une demande d'agrément potentiel, surtout n'hésitez pas. Je vois que... Alors, il y a Elisabeth qui est en train de taper. C'est une dernière question en 30 secondes. Ouais, une question. Il reste une minute. Ok. Donc voilà, non, mais au plaisir pour répondre. De toute façon, vous avez mon adresse email dans le support pour répondre à vos questions. N'hésitez pas, et puis j'espère que ça vous aura éclairé et donné des éléments de compréhension. Et merci à Jean-Tel de nous avoir accueillis pour ce webinaire. Avec plaisir. Au revoir. Merci beaucoup.